Mesdames et messieurs, bonsoir. Sous le visage d'un ange, que de vieux démons, l'amour peut-il les exorciser? Une problématique au cœur de ce roman qui prend racine dans une famille riche mais désunie, déchirée par des traditions qui résistent au temps. Le personnage principal valse entre un passé douloureux et un futur incertain. Le présent ne peut être paisible. Aline aime, endure, mais finit par se révéler. Belle ligne qu'à son début avec la romancière Diary Sow, que les scientifiques me le permettent. Diary, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Belle ligne. Merci beaucoup. À la 4e page de couverture, votre date de naissance y est inscrite. Vous êtes né en 2000. Vous écrivez un roman de plus de 300 pages, 312 pages précisément. Quand aviez-vous rencontré l'écriture? Dans le berceau? L'écriture et moi, c'est une très très longue histoire. Depuis toute petite, j'ai toujours adoré lire déjà, écrire mes pensées, écrire tout ce qui me passait par la tête. Et c'est devenu une très très longue histoire d'amour quand j'ai commencé à écrire plus sérieusement. Ça a donné naissance à des textes beaucoup plus élaborés, des textes beaucoup plus cohérents. Mais il est vrai que quand j'étais petite, ce n'étaient pas forcément des histoires que l'on pourrait apprécier, des histoires que l'on pourrait comprendre même. C'est l'esprit d'une petite fille. Maintenant, comme un journal intime, par exemple. Exactement, exactement. Je tenais un journal, mais à part ça, j'inventais beaucoup d'histoires. Il y avait plein d'histoires dans ma tête qui bouillonnaient. Et à un moment donné, je me suis dit, il fallait que je les couche sur papier, il fallait que je les mette au monde, ces personnages qui vivaient dans ma tête. Et l'écriture est née, mes histoires ont commencé à prendre forme. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écrire ce roman qui donne aujourd'hui Sous le visage d'un ange. Sous le visage d'un ange. Il faut le dire, vous êtes Miss Science en 2017, 2 fois meilleure élève dans le concours général. Tant d'honneur il faut rendre à Ndate-Yalla, ce qui appartient à Ndate-Yalla. Et d'ailleurs, l'année dernière, un de nos reporters était chez vous, à Diourbel. Avec son pinceau, il a dressé votre portrait. Regardez. Même après les cours, Diary Sow a du mal à se départir de ses vieilles habitudes. Comme pour dire, cet excellent élève du concours général sénégalais ne connaît pas de répit. Une habitude chez elle, mais qui porte des fruits. Cette native de Mbour a été la première à remporter 2 ans consécutifs le concours général sénégalais 2018-2019, un exploit qui ne la laisse pas de marbre. Eh bien, c'est un sentiment de joie, de fierté et surtout un très grand honneur de pouvoir être considérée comme la meilleure élève du Sénégal, et ceci 2 fois de suite. C'est une joie immense, je le dis encore, parce que c'est quelque chose de grandiose dont j'avais toujours rêvé, et je me suis retrouvée là au bout du chemin avec ce statut, ce titre vraiment honorable de meilleure élève du Sénégal. Un rêve qui lui est venu depuis sa tendre enfance, et depuis, Diary Sow n'a eu de cesse de mettre tous les moyens de son bord pour réaliser ce rêve. Aucun secret, il faut juste vouloir ce qu'on fait, il faut aimer ça du plus profond de soi et tout mettre en œuvre pour que ça puisse être effectif. Lorsque l'on aime quelque chose, lorsque l'on désire vraiment atteindre nos objectifs, il se trouve qu'il y a cette possibilité de le faire, il y a cette facilité. Je ne sais pas si les gens ont eu à remarquer, mais c'est vraiment ça. Les êtres, d'habitude, ont la possibilité de pouvoir atteindre leurs objectifs s'ils le veulent. Déjà en élémentaire, mais c'est surtout mes 3 années successives au lycée scientifique d'excellence de Diourbel qui ont vraiment fait germer ce rêve en moi. Je trouvais vraiment bien de pouvoir faire cela pour notre lycée qui venait tout juste de naître. Il fallait que l'on s'affirme, il fallait que l'on monte sur le podium. Et vraiment l'avoir réussi, ça me comble de bonheur. Une élève toujours brillante, durant tout son cursus scolaire, jamais un camarade de classe lui a damé le pion. Diary Sow, scientifique de formation, mais une littéraire incontestable. Elle est d'ailleurs très polyvalente. Cela explique son refus de se spécialiser. La spécialisation, j'ai toujours été contre ça. Mes principes ne me permettent pas vraiment de parler de spécialisation. Parce que j'ai toujours considéré que les gens
surtout les jeunes d'aujourd'hui, dans un pays en voie de construction, devaient être dans cette dynamique de toujours faire un peu de tout. Ils ne doivent pas vraiment être limités dans un domaine précis, mais aussi s'intéresser à d'autres domaines pour pouvoir vraiment valser voilà, toucher à tout. L'interdisciplinarité, c'est Exactement. Il faut que l'on prône cette interdisciplinarité parce que nous avons une main-d'œuvre aujourd'hui. Qu'elle soit qualifiée ou pas, c'est quelque chose à discuter. Parce que nous considérons que les Sénégalais d'aujourd'hui sont de plus en plus performants. Maintenant, s'ils ont un potentiel dans un domaine précis et dans d'autres, alors qu'ils ne se limitent pas dans un seul, mais qu'ils puissent élargir leur champ d'action dans d'autres. Diary Sow, aussi bien à l'école qu'à la maison. Elle est la fille aînée d'une fratrie de 6 enfants, une sœur très adulée par ses frères et sœurs, mais aussi par ses parents. Diary amul programme souvent ni guddi gi ni sax bu ñu reeree may programme fenn ni ko Diary ñëwoon ñu génn doxantu ji. Diary n'a pratiquement aucun programme, sinon qu'apprendre ses leçons, lire ses ouvrages. Elle passe tout son temps à faire des exercices, des devoirs. Ordinateur bi mu ngi ci wetam souvent man su may ànd ak moom. Pour dire vrai, elle est une grande fierté pour nous ses parents. Elle nous a beaucoup honorés. Franchement, elle est un enfant exemplaire. Elle est vraiment studieuse. Moom benn seconde bugg ko perdre. Diary Sow, à l'âge de 18 ans, a décroché son baccalauréat, une jeune fille très courageuse, polie, sérieuse, respectueuse et ambitieuse. Son patriotisme lui fait dire qu'elle ne compte jamais s'installer à l'étranger pour de bon, mais plutôt revenir mettre tout son potentiel au service de son pays, le Sénégal, pour son développement, mais aussi de celui du continent africain. Diary est encore célibataire, musulmane pratiquante, une halpulaar inconditionnelle du plat ivoirien à Tchéké. Retenez que cette nouvelle bachelière a déjà écrit 2 ouvrages qui seront bientôt à la disposition des lecteurs. Cette meilleure élève du Sénégal n'a pas encore fini de faire parler d'elle. Et vous avez vu ce beau portrait réalisé par Youssouf Konté chez vous, Oui. Un passé très actuel d'ailleurs qui vous enchante. C'est une belle plongée Oui. dans le passé. J'éprouve beaucoup d'émotions à regarder cette vidéo parce que c'était une autre moi, c'était une autre Diary avec une maturité peut-être pas aussi, comment dire, avec moins de maturité que moi parce que j'étais plus jeune. Donc ça fait un effet assez bizarre, disons, et j'en suis très très heureuse. Et si vous voyez votre mère, ça vous dit quoi? Votre mère qui parle de vous. Vous aimez l'écriture, vous aimez les études. Elle n'a que de bonnes pensées pour vous. Ça vous fait quoi? Ma mère, je l'aime tellement, je ne sais pas, parler d'elle en ce moment, c'est beaucoup d'émotions également. Et savoir qu'elle pense cela de moi, c'est très très flatteur et c'est très très rassurant, disons. Et surtout dans le passé, quand je regarde cette vidéo qui date un peu, je compare aujourd'hui, notre relation commence à évoluer avec notre perte très très regrettable. C'est très très émouvant. Je sais, j'utilise beaucoup de superlatifs, mais c'est les circonstances qui le demandent. Donc là, je suis émue et voilà. Ce qui est important dans ce portrait-là, et c'est vous qui le dites, vous n'établissez pas de frontières entre la science et la littérature. C'est un challenge qui vous tient autant? Oui, ça me tient à cœur. Pourquoi? Parce que je me dis, on ne doit pas se mettre des frontières, se mettre des limites, se coltiner un domaine et se dire que l'on n'est pas habilité à faire autre chose que ce qu'on a décidé pour nous. Moi, c'est la science que je suis très douée dans les sciences et c'est mon domaine de prédilection, d'accord, mais ça ne m'empêche pas d'être littéraire. L'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai. Et d'ailleurs, les meilleurs scientifiques écrivent les belles œuvres. En Guinée, on a Thierno Monenembo, Dan Brown par exemple, oui. qui écrit des choses magnifiques. Vous êtes partisane du décloisonnement des frontières, c'est ça? Exactement. Et ce serait quand même bien si tout le monde pouvait
se mouvoir dans tous les domaines avec aisance et facilité, parce que là, en ce moment, dans ce pays, on en a besoin. C'est quelque chose qui nous permettrait d'aller de l'avant, un très grand pas en avant, de pouvoir avoir des scientifiques qui ont un profil littéraire, des littéraires avec un profil scientifique, parce qu'on saura que là, les Sénégalais ont arrêté de faire un clivage entre les domaines, ont arrêté de se terrer, disons, dans un domaine précis, et sont très ouverts, élargis et ouverts à d'autres opportunités. Parlons maintenant de ce livre, Sous le visage d'un ange. Ça commence par les confessions d'une jeune fille sans enfance, une jeune fille sans parents, sans chaleur familiale. Pourquoi ce cadre? Pourquoi ce cadre? Parce que déjà c'était une sorte d'obligation du récit, parce que j'en avais besoin pour expliquer le comportement d'Aline. Aline qui est très renfermée, qui est très mystérieuse, qui est peu bavarde, et il fallait que j'explique la douleur interne qu'elle cachait en elle, la douleur, les sentiments cachés, les sentiments tus, les émotions terrées. Et ce cadre, parce que c'est un fléau qui est actuel, c'est d'actualité au Sénégal. Elle n'a pas connu sa mère, elle vit avec sa tante, et elle connaît plusieurs sévices lors de son enfance. Oui, tout à fait. C'est assez réaliste, parce que je me dis que dans certains villages, malheureusement, assez reculés, disons, du Sénégal, on voit encore des jeunes filles comme Aline qui n'ont pas connu leurs parents et qui sont encore confiées à des personnes qui n'assurent pas leur sécurité, ni leur confort, ni leur bonheur. Et Aline fait des réflexions magnifiques d'ailleurs dans le prologue avec ses confessions. Elle ne connaît pas le bien. Et elle le dit. Si j'ai connu le bien, je n'ai pas su le reconnaître car j'ignore encore si j'en ai jamais été l'objet. Elle ne connaît pas le bien. Non. On n'a jamais fait quelque chose qu'elle pourrait qualifier de bien dans sa vie. On n'y a pas offert cette possibilité de savoir ce qui est bien et mal dans la vie. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, on a un sens inné de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais elle, en tant qu'enfant qu'il fallait forger, enfant qu'il fallait former, elle n'a pas eu cette chance de connaître des gens qui pouvaient lui apporter cette chaleur humaine nécessaire à un enfant pour s'épanouir et faire le bien autour de lui. Et d'ailleurs, Aline fait des réflexions sur la mort. Elle va même jusqu'à banaliser la mort. Et ça nous rappelle un peu la philosophie de l'absurde d'Albert Camus, qui disait un peu dans L'Envers et l'Endroit, publié en 1937, il n'y a pas amour de vivre sans désespoir de vivre. À ce stade de sa vie, Aline exprimait un désespoir de vivre. Parce qu'elle en avait un peu marre de sa vie. Elle en avait marre de ne jamais connaître l'amour. Elle en avait marre de ne jamais être l'objet de reconnaissance, de fierté. Donc quand on vit dans certaines circonstances, on en vient à avoir un certain dégoût de la vie, de telle sorte que la vie de l'autre ne pèse pas lourd, disons. Et il est vrai que si l'on lit le roman, le prologue, les paroles qu'elle prononce, c'est... Magnifique prologue d'ailleurs, magnifique prologue. Merci. Et ce sont ses pensées intimes, et elle le pense réellement. Elle croit que ce qu'elle a fait, c'était normal que de tuer quelqu'un. Pour elle, c'était normal qu'elle se défende, qu'elle défende sa vie, qui ne valait pas grand-chose pour les autres, et qui, à ses yeux, valait tellement plus. Et quand elle a eu la possibilité de le faire, elle n'a pas hésité une seconde. Et elle va voyager. Elle va choisir le voyage, elle va s'évader. Mais de la tradition à la modernité, un autre monde s'ouvre. Le monde de la ville, le monde de la méchanceté, pour quelqu'une qui n'a pas eu une enfance, mais qui veut un avenir. Elle frappe à une porte, la porte de Karim. Un regard, une étincelle, et tout s'enflamme. L'amour commence. Un autre monde s'ouvre pour Aline. Là-bas, la rencontre entre Karim et Aline, que vous avez souligné, c'est un très beau moment pour Aline parce que c'est le début d'une nouvelle vie, c'est le début de l'amour, c'est le début du désir, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu avant.
elle commence sa vie de femme, disons, parce qu'avant, on l'a forcée à être femme sans qu'elle le soit, sans qu'elle soit prête. Mais là, c'est elle qui désire, c'est elle qui veut, c'est elle qui a le désir de se donner. Donc, quand elle rencontre Karim, tout cela va l'assaillir. Elle va se rendre compte qu'elle est prête pour l'amour. Et il faut l'avouer, ce n'était pas uniquement l'amour, ce n'était pas uniquement le désir. Il y avait autre chose. C'est le désir de reconnaissance, parce qu'Aline, elle veut compter dans la vie, elle veut se hisser au rang qui lui sied. Donc Karim représente l'opportunité d'être ce qu'elle veut être, la grande dame qu'elle veut être, la femme qu'elle a toujours rêvé d'être, et qui était elle, qui sommeillait en elle et qu'elle savait qu'elle était, mais que le monde ne lui permettait pas d'être. Mais un amour difficile, presque impossible, parce qu'il y a une différence de classe sociale entre la noblesse et, je ne peux pas dire la pauvreté, mais les gens qui sont démunis. Oui. Et on va l'accepter en tant que femme de service, je ne dirais pas bonne. Et là, vous dénoncez un peu cette forme d'esclavage qui existe aujourd'hui dans la ville, autrement dit, les sévices que les femmes de service sont en train de vivre à l'intérieur des maisons dites nantis, et ça, vous dénoncez cet état de fait-là. Effectivement, il fallait que j'en parle, Oui. parce que c'est quelque chose qui est d'actualité. Malheureusement, ça arrive de plus en plus, et ça arrivait déjà avant, donc c'est pas nouveau. Et c'était une façon pour moi de banaliser, comment dire, pas banaliser, c'est un mauvais terme, mais disons de dénoncer quelque chose qui est considéré comme tabou. Oui. Donc quand j'en parle, ça enlève un peu cette idée que personne ne doit en parler, que personne ne doit se révolter contre ça, parce qu'il ne faut pas le dire, c'est pas convenable. Mais parce qu'on parle d'esclavage, de racisme, quand c'est extérieur. On a vu un peu l'épisode de George Floyd, mais on n'interroge pas nos propres cultures, on n'interroge pas nos propres vices. Il y a des drames qui se passent à l'intérieur des maisons et qui sont subis par des personnes qui veulent tout simplement travailler, parce que, disons-le, être femme de service, c'est comme être directeur. C'est un travail, c'est un métier qu'on doit respecter. C'est un travail tout à fait respectable. Et si l'on en profite, si les gens qui sont d'un niveau supérieur, disons un niveau financier supérieur, se mettent à profiter des gens qui malheureusement sont dans une situation qui ne leur permettent pas de se révolter, de dire non, c'est limite de l'exploitation. Oui. Et c'est ce qu'Aline a un peu subi de Karim, qui lui demande du jour au lendemain de le suivre dans sa maison, dans sa villa à Fan. Et Aline, elle a eu la chance, disons, de ne pas tomber sur le mauvais gars qui, enfin, Karim, disons-le, ce n'était pas un ange. Parce qu'il l'aimait. Karim l'aimait. Oui, il l'aimait. Première rencontre, premier amour. Exactement. Donc, elle a eu la chance d'être aimée, et elle a eu la chance d'être spéciale à ses yeux. Et si ça avait été autrement, peut-être qu'elle aurait été, disons, comme les autres dames du Sénégal qui se font abuser sans que personne ne dise rien. Un silence coupable. Oui. Mais Aline ne croyait pas à l'amour. Elle le dit, l'amour est une grosse farce. Mais elle n'a pas encore saisi la réalité de cet amour-là, qui n'avertit pas, qui n'est pas rationnel, mais qui est passionnant, et d'ailleurs qui va un peu la servir, parce que son amour avec Karim n'est pas un long fleuve tranquille. Mais comment ce personnage-là est passé, non pas à celui qui dénigre l'amour, elle devient un adepte de l'amour, on ne comprend pas l'amour, c'est ça. Aline, elle est limite cynique, disons. Elle est très très sceptique quand il s'agit des relations amoureuses, quand il s'agit de l'amour, des sentiments. C'est en partie dû à son enfance, mais aussi à ses expériences, à son expérience avec Karim, surtout, et à sa philosophie de vie. Donc elle n'y croyait pas du tout à l'amour. C'est à la fin qu'elle accepte qu'elle est amoureuse de Karim, mais elle l'est depuis le début. Depuis le jour où elle l'a vu, elle est tombée amoureuse. Et c'est pour cela qu'elle l'a suivi, c'est pour cela qu'elle a voulu de lui,
C'est pour cela qu'elle a accepté tout ce qui lui a fait subir, les tromperies, les mensonges et le non-respect, disons, l'irrespect total de Karim qui se permet d'aller voir ailleurs alors qu'il est là. Donc Aline, elle croit aux sentiments, oui. Elle croit aux émotions, oui. Mais l'amour, non, elle n'y croit pas du tout. Mais son amour à elle, il faut le dire, c'est une autre dimension. L'amour pour elle, c'était un mot vague qu'elle se permettait de critiquer parce qu'elle ne le connaissait pas encore. Quand elle le connaît, c'est une toute autre histoire. Elle ne peut plus se permettre de dénigrer l'amour parce qu'elle le ressent en elle, mais elle ne l'accepte pas en elle. Elle sait qu'elle est amoureuse, elle sait qu'elle aime Karim, mais quant à l'accepter, quant à rester, quant à vivre cet amour, c'est autre chose. Est-ce que la narratrice croit à l'amour? C'est compliqué, disons. D'une part, oui, mais d'une part, non. Parce que je me dis, il y a tellement de choses dans ce monde qui vous rendent sceptiques, qui vous rendent finalement très, très désabusés. Je crois que quelque part, Aline, ce qu'elle exprime, ses doutes, son indécision, c'est un peu moi. Parce que il est des moments où je crois que l'amour existe, où je le ressens. Il y a des traces d'autobiographie dans ce roman. Je n'ose pas dire non. Je n'ose pas dire non. Vous dites oui, alors? Un oui très très hésitant, disons. Parce que Aline, c'est pas moi. Oui. Et je ne suis pas Aline non plus. Elle existe. Oui. Et elle a une vie très très indépendante de la mienne. Sa vie est totalement fictive. Elle est née de quelques expériences que j'ai mises en relief, mises en relation pour donner sa vie à elle. Donc, elle a hérité de mes contradictions, de mes doutes, de mes pensées, disons, et de ma philosophie de vie. Mais quelque part, je suis beaucoup plus ouverte qu'elle. Disons que je ne suis pas clôturée dans cette idée que le monde, il est sombre, et c'est tout, et basta. Non, moi je crois qu'il y a une lucarne qui existe et que l'espoir peut se glisser un jour ou l'autre sans qu'on sache pourquoi. Et Aline, elle ne l'accepte pas. Elle vit dans la perspective de toujours se battre contre les autres, dans la confrontation, et ça, ce n'est pas moi. Parce que Aline a un obstacle qu'elle peine à franchir. C'est la mère de Karim, Anta, qui entre Karim et Aline ne noue pas, mais dénoue un peu cette relation parce qu'il y a une différence de classe sociale. Mais on pensait un peu que ces traditions étaient moyenâgeuses, mais elles résistent au temps et font partie de notre culture. Oui. Jusqu'à présent, au Sénégal, on entend toujours des phrases banalisées du genre « Ouais, je ne vais pas épouser cette fille parce qu'elle est bijoutière, parce qu'elle est d'une autre classe sociale, les histoires de caste, etc. » Moi, je trouve ça un peu erroné et c'est quand même assez dommage que jusqu'à présent ce genre de préjugés soit d'actualité. Et Aline, elle a eu à subir cela. Il est vrai qu'elle est de classe sociale assez inférieure, mais d'ethnie, elle est assez noble, disons. Et la femme, Anta, la mère de Karim, elle n'accepte pas que son fils épouse quelqu'un qui ne soit pas fortuné, qui ne soit pas né dans une famille nantie. Comme Abi, par exemple. Abi, la fille parfaite, la sénégalaise typique. Matérialiste. Exactement. Molière les appelait les précieuses ridicules, d'ailleurs. Oui, un peu comme ça. C'est un peu le style d'Abi. Abi qui est un peu le porte-parole de la plupart des... Bon, je vais pas généraliser, mais... Femme chic. Oui, c'est ça. Et donc, elles sont tout à fait à l'opposé l'une de l'autre. Elles ne se ressemblent pas du tout. Aline est profonde, alors que Abi est très, très superficielle. C'est vrai qu'elle réprime un peu ce qu'elle est pour plaire à la société, pour plaire à Karim. Elle croit que c'est ce qui est bien pour être la fille parfaite, la fille modèle, celle que tout le monde admire, alors que ce n'est pas vraiment ça. Ouais. Et ses efforts, déjà pour séduire Karim, ne la servent pas du tout.
Et au contraire, ses efforts lui desservent et sont au profit d'Aline qui est plus authentique, plus elle-même que Kaby. Aline, plus authentique, plus naturelle, plus belle d'ailleurs. Mais il y a une problématique dans ce roman, c'est celle de la famille recomposée, qui est une problématique réelle dans nos sociétés africaines. Ça transcende un peu les réalités sénégalo-sénégalaises. Il y a des conséquences sur la consanguinité parce que même s'il y a le sang que les membres de la famille d'Anta de Karim partagent avec Khalil, mais il y a des différends profonds. On choisit l'un au détriment de l'autre et on a une famille qui se déchire même si les membres partagent le même sang. C'est une problématique également qui est présente dans cette œuvre-là. Oui. La famille Thiandoum est tout sauf unie. Oui. La famille est riche, avec tout pour être unie, mais finalement, non, ce n'est pas le cas. Tout pour être heureux, mais non. Ils ne se rendent pas compte de leur avantage, de leur supériorité financière, de leur supériorité sociale, parce que, faut l'avouer, puisque le père Thiandoum était marabout, la société les regardait d'une certaine façon. Et ils ne sont pas à la hauteur de cette image qu'ils offrent aux autres. Ils essaient toujours de vivre dans les apparences, alors que ce n'est pas le cas. Dans la famille, il y a plusieurs choses très sales, inavouables presque, qui se passent à l'intérieur et que personne ne sait. Les gens se doutent qu'il y a des choses qui se passent, mais puisque le père était marabout, il y a cette cuirasse qui les protège. Et finalement, ils se permettent de faire... les fils surtout, qui se permettent de faire n'importe quoi. Et c'est une volonté, je trouve, de se rebeller, surtout de la part de Karim, qui n'accepte pas que sa mère décide pour lui. Il est l'enfant rebelle. Oui. Contrairement à Khalil. Exactement. Karim, il y a une phrase qui le résume totalement. Je ne saurais avoir honte de ce qui me rend heureux. Il le dit à sa mère et il s'y tient, du début à la fin. Il est fidèle à lui-même, fidèle à son personnage, fidèle à ce qu'il est. Et Karim, en fait, il n'accorde aucune attention à ce qu'on dit de lui, au qu'en dira-t-on. Et sa mère n'accepte pas que son fils soit de cette trempe de jeune homme qui ne se laisse pas faire finalement, contrairement à son grand frère Khalil. Malheureusement, Karim sera infidèle. L'infidélité inhérente à l'homme. Là aussi, je suis très... je vais me montrer prudente parce que je sais que c'est quand même assez inconsidéré que de mettre tout le monde dans le même sac, de se dire ouais, tous les hommes sont pareils et puis c'est tout. Non, ça ne se passe pas comme ça. La réalité est beaucoup plus complexe. Les hommes, il y a des hommes fidèles quand même. Il y en a. On peut les compter sur les doigts de la main, mais il y en a quand même. C'est une ironie. Je comprends l'ironie en fait, c'est-à-dire il n'y en a pas. Bon, les hommes infidèles, Karim, il l'a été, en tout cas. Il l'a été et il ne s'en cachait pas. Et Karim, en fait, il a vécu dans cette idée qu'il se permettait tout, qu'il pouvait tout se permettre parce que Aline, elle n'avait pas la légitimité de lui réclamer quoi que ce soit, puisque ce n'était pas sa femme ni sa fiancée, juste sa concubine. C'est ça. Et d'ailleurs, peut-être Aline avait raison, l'amour est une grosse farce, parce que cet amour-là ne va pas durer. Le récit commence par le voyage, il finit également par le voyage. Et ce voyage est une sorte de rébellion, de révolution pour Aline. Elle va explorer d'autres aventures, elle va voyager. Ce voyage-là, cette révolution, n'est-elle pas tardive ou bien elle vient à point nommé? Elle vient à point nommé. Et si l'on considère le mot tardive, si j'accepte que sa révolution ait été tardive. Parce qu'elle a enduré. Oui, elle a enduré. Elle a quand même souffert avant de se décider à partir. Elle est restée parce que déjà, elle avait des sentiments envers Karim. Elle se sentait liée à lui parce que c'était le premier homme qu'elle aimait, le premier homme qu'elle voulait et qui lui permettait d'être elle-même, même si entre eux, c'était toujours dans la confrontation, c'était toujours dans la lutte, dans le silence, dans presque les respects
si l'on prend Karim et ses incartades. Mais Aline, elle est partie à point nommé. Pourquoi? Parce qu'elle a mûri son départ, elle a mûrement réfléchi à ce qu'elle devait faire, comment elle devait le faire et quand elle devait le faire, surtout où. Parce qu'elle ne pouvait pas se lever du jour au lendemain et puis partir. Partir où? Vers quoi? Pour faire quoi? Il fallait qu'elle sache exactement ce qu'elle devait faire, il fallait qu'elle sache comment elle allait le faire. Et Diouf s'est présenté. Oui. Elle a profité de cette opportunité. De Karim. Exactement, l'amie de Karim. Elle a su que par lui, elle pouvait avoir ce qu'elle voulait. Elle s'en est servie et elle est partie. Ouais. Bon, le temps passe vite. Nous allons un peu parler de vous parce que beaucoup de jeunes s'identifient à vous. Aujourd'hui, quel message pour la jeunesse? Quel message pour ces inconditionnels qui vous suivent, qui vous regardent, qui veulent faire comme vous, qui veulent être comme vous, parce qu'il faut le dire, vous êtes un modèle pour la jeunesse, parce qu'il y a un certain jeunisme qui sommeille au Sénégal, les jeunes sont comme ça, les jeunes comme ça, comme ci, mais il y a un message d'espoir, que la jeunesse est un état d'esprit, et vous le montrez, parce que non seulement vous excellez dans vos études, vous écrivez des romans, mais également vous avez des projets d'écriture. Quel message pour la jeunesse pour terminer, Belle Ligne? Je leur demandais d'être eux-mêmes, de trouver ce qui leur plaît, de trouver leur chemin et de le suivre jusqu'au bout. De savoir aussi qu'il ne faut pas se dire que je dois être comme telle personne pour réussir. Non, ce n'est pas le cas. Il faut que vous assumiez qui vous êtes, que vous assumiez vos origines modestes ou grandioses. Quel que soit votre cas, sachez qu'il y a des gens dans le monde qui vous aideront. J'ai eu la chance d'avoir des gens dans ma vie qui m'ont aidé à être moi-même, à être Diary Sow aujourd'hui et qui vous parlent. Et j'en suis très reconnaissante d'ailleurs. Et si vous vivez dans la perspective qu'il y a un ailleurs pour vous, qu'il y a un monde qui vous attend, vous excellerez toujours. Et peut-être mettre de la motivation dans tout ce qu'on fait, y mettre de la passion et l'aimer du plus profond de soi. Diary, merci d'être là. Merci à vous. Sous le visage d'un ange, le nouveau roman de Diary Sow qui fait plus de 300 pages, écrit par un jeune. Ne cherchez pas la jeunesse dans cet entretien, c'est juste un état d'esprit. Belle Ligne vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro.